Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce webinaire organisé par le pôle systématique dans le cadre de son festival des Deep Tech. Sur 3 jours, un grand nombre de webinaires sont organisés non seulement sur des sujets technologiques comme ce webinaire est l'objet, mais aussi sur les différents services que peut offrir Systématique à ses membres en termes de business, de financement, de fiscalité, de RH, etc. Donc, un riche programme que je vous encourage à aller voir sur le site du pôle. Pour ce qui est de notre session, elle est organisée par le Hub Digital Infrastructure de Systématique et on va porter un éclairage sur l'évolution, sur le futur des infrastructures numériques. Et on a appelé ce webinaire « Convergence cloud et réseau », car en effet, le temps où on avait un cloud d'un côté et puis des réseaux de télécom de l'autre est révolu. On a une forte convergence entre ces deux domaines en termes technologiques, architecturales et aussi même des modèles économiques avec l'émergence de modèles tels que les Network as a Service. Donc voilà, on va porter différents angles de vue sur ces aspects. On va revenir sur l'agenda dans quelques instants. Juste pour vous dire qu'on co-animera ce séminaire avec Najib. Donc moi, je suis Olivier Audouin, je travaille chez Nokia. Je m'occupe des partenariats de recherche au sein de Nokia Bell Labs en France. Et je préside également le Hub Digital Infrastructure de Systématique. Et Najib, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, professeur à l'EVSQ Paris-Saclay, responsable de l'équipe indienne Next Generation Network et membre du COPIL Digital Infra, présidé par Olivier Audouin. Voilà, donc l'agenda qu'on vous propose, donc on a quatre présentations. Donc on va commencer par les usages futurs de ces infrastructures numériques, usages de plus en plus diversifiés et aussi avec des exigences. Et c'est Eric Ardouin d'Orange qui nous fera cette présentation. Ensuite, on parlera d'architecture et architecture convergée entre cloud et réseaux avec Stéphane Bulot de Céleste. Puis Guy Pujol de Sorbonne Université du LIPSIS nous présentera les grandes tendances technologiques et on finira par une description des feuilles de route au niveau standardisation avec Philippe Seillet de Nokia. Donc, on a environ 15 minutes par présentation, 10 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Et pour poser vos questions, vous avez un onglet questions, à ne pas confondre avec l'onglet chat, enfin en bas à droite de l'écran. Mais vous pouvez donc poser vos questions par écrit et puis on relaiera auprès des intervenants. Voilà, donc je pense qu'on va être prêt à donc aborder la première présentation. Donc Eric Ardouin, qui est VP Network and Infrastructure chez Orange Recherche, qui va donc nous faire une présentation axée sur les usages. Eric, je te laisse prendre la main. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je ne vais pas vous parler de technologie, mais je vais plutôt vous parler des réflexions qu'on a aujourd'hui sur ce que seraient les usages de demain, voire d'après-demain, puisqu'on va parler de l'horizon 2030 et au-delà, et en particulier de la 6G. Alors, la 6G, comme je viens de le dire, ce sont des réseaux qui ne seront pas déployés commercialement avant 2030. Et néanmoins, même si ça peut paraître loin, aujourd'hui, il y a énormément d'activités de recherche pour définir ce que sera cette future technologie. Parce que, comme vous le savez certainement, une technologie de réseau, en général, ça met à peu près 10 ans
voir un peu plus si on prend le démarrage au niveau de l'émergence des concepts dans le monde académique, et puis leur implémentation dans des réseaux, dans des terminaux que vous pouvez avoir dans les mains. Et donc, en ce qui concerne la 6G, dans notre vision chez Orange, mais qui est de plus en plus partagée, nous pensons qu'il faut construire la 6G pour qu'elle apporte de la valeur à la société et qu'elle soit durable. Alors, quand on pense durabilité, on pense souvent environnement, et effectivement, la durabilité environnementale, c'est un des piliers majeurs pour notre futur. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi deux autres piliers dans la durabilité qui sont aussi importants. La durabilité sociale, donc faire en sorte que la technologie est bien partagée. Donc là, on parle d'inclusion numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a une grande partie de la population humaine qui n'a toujours pas accès à Internet. Et donc, nous pensons que la 6G doit fournir des moyens techniques pour réduire le coût de la connectivité, pour être en mesure d'aller apporter de la connectivité là où elle n'est pas présente aujourd'hui. Et puis l'autre volet, c'est qu'on met souvent derrière la durabilité sociale, c'est aussi la confiance, le fait qu'on doit pouvoir avoir confiance dans nos infrastructures. Et donc là, derrière se cachent évidemment les aspects de sécurité, de cybersécurité, de protection des données privées, mais aussi de la résilience, c'est-à-dire avoir confiance dans le fait que les infrastructures de réseau seront là lorsqu'on en aura besoin. Elles seront toujours là, même en cas de catastrophe naturelle ou d'autres éléments complexes. Et puis le troisième pilier, c'est la durabilité économique, parce que évidemment, si une technologie ne permet pas à tous les acteurs de sa chaîne de valeur de subsister, d'exister, elle ne pourra pas voir le jour. Et donc, c'est valable pour nous, les opérateurs, comme Orange, mais aussi pour les fournisseurs d'infrastructures, et voire même les chercheurs, puisque nous sommes tous quelque part dans le même bateau. Et lorsqu'on parle de valeur, alors là, j'ai mis quelques exemples. La valeur, ce ne sont pas que des économies en termes d'euros, c'est tous les bénéfices que la technologie peut apporter. L'accès à un accès plus facile, plus démocratique au savoir, à la culture, une production agricole ou industrielle plus soutenable, plus efficace. Pour revenir aux enjeux de durabilité climatique, moins d'émissions de CO2 par exemple, et beaucoup d'autres. Alors après, la question, c'est finalement comment est-ce qu'on peut concevoir une technologie pour répondre à ce double enjeu d'être durable et d'apporter de la valeur. Ça passe par, en premier, définir les usages. Donc, se projeter dans le futur. Donc là, en ce qui nous concerne, la décennie 2030 à 2040, et imaginer quels vont être les besoins de la société à cet horizon. En quoi la technologie va pouvoir aider, et donc quels sont les services qui vont être nécessaires. Une fois qu'on a la vision des services, on peut en définir, on peut en déduire les exigences de performance, quelles sont les cibles en termes de débit, en termes de latence, en termes de consommation énergétique, qui vont du coup servir de feuille de route pour construire les technologies. Donc ça, c'est pour la valeur. En ce qui concerne la durabilité, la première chose à faire, c'est de comprendre quels sont les impacts sur la durabilité des technologies. Alors, si on pense environnement, ça implique de comprendre les impacts en termes de consommation énergétique, mais aussi en termes d'émissions de CO2 ou d'impact sur les ressources naturelles, d'impact sur l'eau, de la fabrication des équipements, que ce soit les équipements réseau, les équipements de terminaux. Et donc, il y a beaucoup d'efforts en ce moment dans notre communauté pour comprendre bien ces impacts. Et puis ensuite, là aussi, on en déduit des exigences en termes techniques sur la manière de faciliter ou de réduire ces impacts. Et lorsque ce n'est pas possible, on peut aussi passer par des principes de design dont on sait qu'ils vont permettre de contribuer à une réduction de ces impacts négatifs. Et puis tout ça mis ensemble, ça nous conduit à orienter la définition du système qui, à la fin, se traduit par des standards. Et ça, Philippe nous en parlera à la fin de cette heure. Alors, il y a eu beaucoup d'efforts dans la communauté de recherche depuis à peu près 2020 maintenant pour essayer d'imaginer ce que pourraient être les usages de cette décennie 2030-2040. Et là, je vais vous introduire très très brièvement les résultats de deux initiatives majeures. L'une est le projet ExaX, qui est le projet amiral de la Commission européenne sur la 6G, et qui s'est terminé là fin juin.
un projet qui a duré 2 ans et demi, au cours duquel un certain nombre de cas d'usage ont été imaginés. Et alors ces cas d'usage, on peut les regrouper dans 6 grandes familles. Donc si je commence par ici, on a tout ce qui concerne la téléprésence, donc améliorer l'impression finalement que votre correspondant est proche de vous, voire dans la même pièce, même si en réalité il se trouve à des centaines de kilomètres. On a les jumeaux numériques massifs. Donc là, l'idée est d'avoir des représentations numériques de différents objets physiques, que ce soit des machines industrielles ou des villes, voire des éléments du corps humain, de manière à pouvoir ensuite prédire, par exemple, ce qui va se passer dans la suite via de l'intelligence artificielle, ou pour tester l'application de certaines solutions, d'abord sur le jumeau numérique, et puis si on voit que ça fonctionne, on pourra les implémenter dans le monde réel. Alors c'est quelque chose, ce concept de jumeau numérique qui est déjà possible aujourd'hui. Par contre, on comprend que pour pouvoir modéliser de manière numérique un grand nombre d'objets et les synchroniser plus ou moins en temps réel, avec synchroniser le double numérique et l'objet physique, ça va demander beaucoup de données. Et pour ça, on va avoir besoin de beaucoup de capacités, sans doute au-delà des capacités de la 5G. Alors, si je monte ensuite avec le bleu, on a aussi beaucoup d'usages autour des applications industrielles, notamment en ce qui concerne les robots, ou les robots collaboratifs, donc qui peuvent évoluer au milieu d'humains sans danger pour les humains, qui posent aussi des contraintes en termes techniques. Je vous parlais tout à l'heure de besoin de confiance dans les futures infrastructures de réseau, et donc on a aussi un certain nombre d'usages autour de la confiance. Par exemple, pouvoir apporter une couverture locale instantanée en cas de besoin. Par exemple, pouvoir allumer des stations de base mobiles rapidement en cas de désastre où les infrastructures auraient été endommagées. On a aussi, lié à cet aspect, des infrastructures résilientes hyper connectées, là aussi pour la protection publique, ou pour pouvoir avoir aussi un ensemble de capteurs pour monitorer l'environnement. Et puis on a tout un ensemble de cas d'usage pour permettre la durabilité dont je parlais tout à l'heure, là aussi autour de capteurs pour suivre ce qui se passe dans certains territoires, ou pour améliorer par exemple la durabilité de la production de nourriture pour réduire les déchets et donc améliorer l'efficacité de l'ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier que, évidemment, 2030 ou 2035, c'est loin, et vraisemblablement, il y a plein de choses qui vont se passer d'ici là, plein de nouvelles possibilités qui vont émerger, plein de nouveaux besoins qui vont émerger, et dont on n'a pas conscience aujourd'hui. Et donc, il faut rester humble, et il faut aussi concevoir une technologie qui soit évolutive pour être capable de s'adapter à des besoins non prévus aujourd'hui. Donc ça, c'était pour le projet Exalix. Et puis, je voudrais vous parler aussi un peu des activités du NGMN. Donc, le NGMN, c'est une association internationale d'opérateurs à laquelle participent également des fournisseurs d'équipements, mais aussi des académiques, pour fournir des guidelines à l'industrie sur la conception des futures technologies. Donc là, le NGMN a aussi travaillé sur l'identification des futurs cas d'usage. Donc, et pour le NGMN et pour Exalix, je vous ai mis un lien qui pointe vers les livrables correspondants que vous pourrez aller voir si vous voulez en savoir plus. Et là, en fait, finalement, le NGMN a classé différents cas d'usage sous 4 grandes thématiques qui ressemblent beaucoup à ce qui a été fait aussi dans Exalix. Donc, on a d'un côté les communications vers les humains améliorées, avec là aussi des communications plus immersives. On a la deuxième grande famille qui sont les communications avec des machines améliorées, où on retrouve là aussi des robots, des cobots. Et puis, on a 2 nouvelles catégories qui sont propres aussi à la vision, disons, point de vue de l'opérateur. La première, c'est la capacité de fournir de nouveaux services pour nos clients, où on retrouve là aussi les jumeaux numériques ou des aspects d'hyper-localisation, par exemple. Et puis enfin, on a, et là c'est vraiment propre aux opérateurs, les solutions pour faire évoluer les réseaux, pour prendre en compte des nouvelles dimensions qu'on voit, dont certaines étaient déjà présentes dans les générations précédentes, d'autres qui sont nouvelles, comme par exemple la capacité de mettre en œuvre de l'intelligence artificielle de manière native dans le réseau, et une intelligence artificielle dans laquelle on puisse avoir confiance, donc qui soit explicable, ce qui est un des enjeux forts de l'intelligence artificielle. On a aussi
Là, on rejoint l'impulsion digitale dont je parlais tout à l'heure, des solutions pour améliorer la couverture ou des solutions pour réduire l'efficacité énergétique. Alors tous ces usages, en réalité, aujourd'hui, ils ont été principalement imaginés par des gens comme nous, des ingénieurs télécoms, et on a un fort enjeu pour le futur de valider quelque part l'adéquation entre ces usages imaginés et puis les besoins de leurs futurs utilisateurs. Et ça demande, et ça on en est convaincu chez Orange, d'interagir fortement à la fois avec des représentants du grand public, mais aussi avec des représentants des grands industriels pour valider que ces usages, effectivement, ils vont répondre à des vrais besoins qui seront économiquement viables, qui seront aussi environnementalement viables, et qu'à la fin, derrière, ils généreront un vrai marché, et donc on pourra rentabiliser tous ces efforts de R&D et de déploiement des réseaux. Et là, on revient sur la durabilité économique. Alors, je vois le temps qui passe, et donc je vais m'arrêter ici, et alors vous aurez tous les slides, mais je voulais juste conclure en montrant cette roadmap sur laquelle je pense que Philippe reviendra. C'est la roadmap de développement de la 6G, où on a tout en haut l'enchaînement recherche, normalisation, test, déploiement. Et puis, on a ici ce volet sur les usages. Donc, on a passé la première étape d'identification initiale des usages, et maintenant, on doit rentrer dans ces volets de validation des usages et aussi de co-construction avec les futurs utilisateurs des usages qui vont le mieux répondre à leurs besoins. Et l'enjeu derrière, c'est ce qui est écrit tout en bas, c'est de construire une confiance raisonnable dans la technologie qu'on est en train de concevoir, confiance dans le fait que cette technologie répondra à de vrais besoins, qu'elle apportera de la valeur et qu'à la fin, elle sera durable. Et puis, je vais m'arrêter ici. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Moi, j'en ai une, Eric, au slide 8 par rapport à ExaX. Donc, je sais que c'est un projet en cours, il y a eu même ExaX 2. Est-ce qu'il y a des plateformes, des testbeds en cours ou ça reste de la simulation, c'est-à-dire les TRL des résultats ExaX sont de quel ordre? Voilà, par curiosité. Alors ouais, je ne saurais pas répondre en termes de TRL. Par contre, aujourd'hui, ce que ExaX a produit, ce sont des démos, donc des preuves de concept, mais très très limitées sur des composantes très spécifiques de ce que pourrait être le système 6G. Donc vraiment sur des briques techniques. Par contre, on est très loin aujourd'hui d'avoir, je dirais, un testbed complet d'un système 6G pour la simple raison qu'on ne sait pas encore aujourd'hui ce que sera vraiment la 6G. Aujourd'hui, tous les projets de recherche travaillent à clarifier quelles sont les briques techniques qui fonctionnent, quelles sont celles qui ne fonctionnent pas. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de briques techniques sur lesquelles il y a une certaine convergence de recherche, puisqu'elles sont utilisées, elles sont analysées à la fois en Europe, mais aussi aux US et en Asie. Par contre, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de dire ouais, ça vraiment, ce sera vraiment dans la 6G, ou bien ça qui sera pas, ou bien ce sera pour plus tard. Donc, un des objectifs du projet ExaX2, qui a démarré en janvier de cette année, c'est d'aller vers la conception d'un système, c'est-à-dire mettre ensemble les briques qui fonctionnent, assurer aussi que on construise un système qui fonctionne bien dans son ensemble, parce que c'est pas le tout d'avoir des briques qui marchent bien individuellement. Si elles vont pas très bien ensemble, à la fin, le résultat sera pas bon. Et donc, l'objectif de ExaX2, c'est bien de concevoir un concept de système 6G, donc composé de différentes briques qui vont bien ensemble, et puis avec la colle, si on peut dire, qui assure le bon interfonctionnement de ces différentes briques, de manière à nous amener à l'horizon 2025, au démarrage des activités de normalisation qui, elles, décideront vraiment de ce qu'on mettra dans les spécifications de la 6G. Donc, pour répondre à la question sur les testbeds, aujourd'hui, on a des preuves de concept sur des briques individuelles. Plus le temps va passer et plus on sera en mesure d'avoir des preuves de concept plus larges qui intégreront de plus en plus de composantes. Par contre, je pense que pour des vrais testbeds, il faudra plutôt attendre les années 2025, 2026 ou au-delà. Toujours donc une question sur le chat, toujours par rapport à la roadmap.
Donc, la question de la roadmap 6G est-elle mondiale, européenne ou française? La roadmap, elle est nécessairement mondiale, puisque aujourd'hui, et on espère que ça va continuer dans le futur, les standards qui régissent les systèmes de communication mobile sont des standards internationaux, donc avec des normes qui sont identiques dans tous les pays du monde. Alors, la situation géopolitique fait que ce modèle peut être à risque, mais en fait, nous, dans l'industrie, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est impératif qu'on continue à avoir un standard unique pour les systèmes de communication en général, d'ailleurs qu'ils soient mobiles ou fixes. Donc la roadmap, elle est nécessairement mondiale. Et en fait, les différentes, il n'est pas exclu après que certains pays décident de lancer la 6G un peu, à différents moments. C'est même vraisemblablement ce qui se passera, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour la 5G et pour la 4G avant. Mais le timing que j'ai donné, l'immense majorité des opérateurs aujourd'hui visent l'horizon 2030 pour des déploiements initiaux. Même si certains en parlent de 2029 et c'est pas exclu non plus. Maintenant, est-ce que ce sera le vrai système 6G ou est-ce que ce sera on va dire, des tests terrain avancés? Ça, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Je vois. Toute dernière question, toujours sur cette normalisation, principalement même sur la 6G, bien qu'il y ait la softwareisation. Le 3GPP, c'est elle qui mène la danse, entre guillemets. Ou il y a d'autres acteurs, comme l'ONF ou autres? Ouais, alors en fait, là, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs organismes de normalisation qui contribuent, mais c'est vrai que le pivot, l'organisation centrale, c'est le 3GPP, puisque c'est le 3GPP qui définit les technologies. Maintenant, on a d'autres briques qui peuvent être normalisées, à l'ETSI, par exemple, pour des aspects de virtualisation, ou encore dans à l'ITU pour des aspects liés au réseau fixe. Parce que évidemment un réseau mobile s'appuie aussi beaucoup sur des fibres optiques et des connectivités fixes pour faire le lien entre les équipements terrestres. Mais le cœur est effectivement le 3GPP. Merci Eric, faute de timing. Donc s'il y a encore des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Même Eric Ardouin, il peut y répondre. Et on passe au deuxième talk. Donc c'est Stéphane Bulot de Céleste. Merci. Donc, est-ce possible juste aussi de vous présenter brièvement? Bonjour à tous. Vous avez. Merci. Donc, je suis directeur des opérations cloud chez Céleste. Donc, Céleste, c'est un opérateur, je dirais, B2B, qui a pour volonté de travailler à l'unification des compétences de cloud et des compétences réseau. Céleste est un opérateur historique et le Céleste d'aujourd'hui est le fruit d'un rapprochement de Céleste opérateur et Bonjour. Ah bon. On a perdu notre orateur. Non, je pense qu'il a... Olivier, tu m'entends? Ouais. Ouais. C'est pas grave, je pense qu'il a une mauvaise connexion. Je vous propose d'avancer à la suite. Donc, et puis, si Stéphane arrive à se reconnecter, on repassera sur ces slides. D'accord. Donc, on va passer à l'orateur. À l'orateur avec Guy Pujol. Oui, je suis prêt. Parfait. Donc, Guy Pujol est professeur émérite à Sorbonne Université, président de la société Green Communication et responsable de recherche et innovation au sein du Hub, infrastructure numérique et IoT, au sein du pôle systématique. Merci Guy. Merci.
vais vous présenter un peu une vue de ce que pourrait être la 6G. Moi, je travaille beaucoup avec les différentes instances, mais également avec des industriels et beaucoup avec les GAFAM, puisque je les ai visités à de plusieurs reprises. Donc après, dans les questions, je pourrais effectivement vous en dire peut-être un peu plus. Voilà, la vision que je peux avoir, hein, c'est que la 6G, ça sera quelque chose de tout à fait nouveau. Ça sera effectivement une infrastructure numérique et non plus justement une technologie qui est un peu en silo comme les technologies diverses et variées qu'on peut voir. On va essayer de tout regrouper dans une même infrastructure. Donc pourquoi réfléchir en tant qu'infrastructure et non plus en termes de réseau ou de télécommunications? Parce qu'on est dans un nouveau monde qui est essentiellement le monde du cloud justement, et que à travers ce cloud et du cloud continuum, on va pouvoir monter des environnements dans lesquels on intègre tout à la fois. C'est-à-dire que la partie réseau télécommunications, ce n'est qu'un service de l'infrastructure numérique. Il y aura beaucoup d'autres services. On a commencé par réseau, stockage, calcul, mais aujourd'hui, on rajoute la partie sécurité, la partie contrôle, la partie gestion, la partie intelligence, la partie jumeaux numérique, etc., etc. Alors, quelle est la technologie évidemment sous-jacente, hein? C'est la technologie de virtualisation. Aujourd'hui, on est dans la virtualisation logicielle. Donc, on a des machines virtuelles ou des conteneurs, ou dans la nouvelle génération, certainement 6G, on sera plutôt sur des technologies serverless. Et donc, on arrive à regrouper toutes ces machines virtuelles sur des centres de données. Et c'est ça qui va donner l'infrastructure numérique. À terme, dans un peu plus longtemps, on va revenir à un autre type de virtualisation, qui sera la virtualisation matérielle. Dans la virtualisation matérielle, on remplace tout simplement le logiciel par du matériel, mais du matériel un peu particulier, ce sont des microprocesseurs reconfigurables, hein, le type FPGA, mais avec des temps de reconfiguration beaucoup plus courts. Donc là, il faut attendre 4, 5 ans, 6 ans avant vraiment de voir arriver ces nouvelles technologies. Et donc on remplacera le logiciel par du matériel pour regagner très fortement en puissance et en consommation énergétique. Mais bon, l'idée principale de l'infrastructure numérique, c'est d'avoir des machines virtuelles ou des conteneurs ou des fonctions qui sont diverses et variées, qui représentent tous les silos qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Donc voilà cette infrastructure numérique, un peu telle qu'on la voit. Hein, on a clairement des utilisateurs avec essentiellement des terminaux qui vont se connecter sur les antennes. Les antennes, aujourd'hui, c'est la 5G opérateur, c'est la 5G privée. Plus tard, ça sera la 6G opérateur, la 6G privée. Et puis, il y a également le Wi-Fi, par lequel passent également des flux extrêmement importants. Et puis, derrière ces antennes, on a une fibre optique. Et cette fibre optique, elle mène donc à un centre de données. Alors, ce centre de données, il peut être relativement important ou il peut être petit. Comme on va le voir, on va aujourd'hui de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans les centres de données. Et si on a fait beaucoup d'efforts sur l'infiniment grand, aujourd'hui, clairement, l'effort, il va se porter sur l'infiniment petit. L'objectif, c'est justement, pour la 6G, d'avoir des centres de données qui sont dans vos poches, qui sont sur vous. Ce qui est important dans l'infrastructure numérique, c'est que vous avez, dans ces centres de données, l'ensemble de toutes les fonctions. C'est-à-dire aussi bien les fonctions applicatives, donc les applications derrière, les fonctions de services d'infrastructure, c'est-à-dire la sécurité, l'intelligence artificielle, le contrôle, la gestion, etc. Et puis les fonctions d'infrastructure, donc les routeurs, les commutateurs, tout ce qui sert donc à l'infrastructure réelle. Voilà, et donc tout ça est regroupé complètement dans ces centres de données. C'est ça qui forme l'infrastructure numérique. Et vous voyez sur ce schéma qu'il n'y a plus de boîtiers, c'est-à-dire tous les boîtiers disparaissent. Donc la problématique, c'est de savoir où est-ce qu'on va les mettre, ces fonctions. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle le cloud continuum, hein, donc sur l'ensemble des possibilités. Et ces ensembles de possibilités se divisent en deux grandes parties, la partie cœur et la partie edge. Et la partie edge, hein, c'est celle qui, à mon avis, se développe aujourd'hui de très loin le plus, et on va de plus en plus vers l'embarqué. Hein, on voit tous les
tous les grands tenants de l'embarqué qui sont en train de mettre en place des petits data centers. Donc si on prend par exemple le monde véhiculaire, la centaine de serveurs qu'il y a dans un véhicule, il va être remplacé par un data center embarqué dans le véhicule. Mais si on regarde les prévisions, par exemple, d'Apple, Apple il dit qu'en 2030, il y aura un petit data center dans son smartphone. Voilà, donc c'est une vision vers laquelle on va vers l'infiniment petit et on va de plus en plus vers la périphérie, tout en gardant également les grosses machines, parce qu'on peut en avoir besoin pour faire, par exemple, du big data analytics en temps réel. Alors, si on regarde la situation, aujourd'hui, on voit qu'il se propagent deux réseaux, les réseaux verticaux et les réseaux horizontaux. Les réseaux verticaux, c'est les réseaux qui vont de bout en bout dans le monde. Donc, vous avez des constellations de satellites qui vont représenter en 2030 à peu près 14% de la capacité totale. Les opérateurs de télécommunications, qui en 2030 devra représenter à peu près 40% de la capacité totale, et les réseaux des GAFAM, associés à quelques autres grands du domaine, comme Netflix et autres, qui eux vont passer à quelque chose comme 46% de la capacité totale à travers leurs câbles sous-marins, etc. Même s'ils ont eux-mêmes une capacité supérieure, ils vont avoir un débit global de 60%, ils auront 46% pour la partie infrastructure. Et puis, deuxième grande partie, c'est les réseaux horizontaux qui vont énormément se développer parce que c'est la partie justement qui est près de l'utilisateur, qui est embarquée, qui permet d'avoir des temps de réponse extrêmement rapides, qui permet d'avoir parfois plus de sécurité, bon, ça c'est encore discutable, et puis qui vont avoir la possibilité d'économiser parce qu'on va être très près de l'utilisateur, on ne va pas avoir à transférer à travers des équipements qui consomment, et globalement, les antennes fixes, ça pourrait être... Donc 5G, 6G, ça devrait représenter 8% de la capacité. Le monde Wi-Fi, 60%. Et ce qui va monter beaucoup, c'est le monde du device to device, aussi bien en Wi-Fi qu'en 5G device to device, qui devrait pouvoir représenter 32%. Si on regarde la partie computing, aujourd'hui, dans les discussions que j'ai pu avoir en particulier avec le GAFAM, on considère que sur la partie centrale, on devrait avoir à peu près 50% de la capacité totale. Donc je vais prendre en charge 50% des requêtes. Et sur la périphérie, donc, on devrait avoir à peu près aussi 50% du total. Alors ça nous amène à des visions, par exemple, que l'on voit quand on discute avec Apple. Alors c'est des visions à très long terme, donc là on peut avoir un peu d'informations à travers des relations, disons, scientifiques. On n'a pas d'informations sur les 5 prochaines années, mais leur vision, c'est d'interconnecter leurs smartphones entre eux, et tout ça interconnecté par des constellations de satellites. Si on regarde du côté de Google, Google, c'est plutôt des petits data centers sur les bureaux ou dans les smartphones de Google, et tout ça interconnecté par les réseaux de Google. Si on regarde la vision télécommunications, des opérateurs de télécommunications, là, on ne sait pas bien. Est-ce qu'ils vont continuer à être uniquement dans la partie verticale ou est-ce qu'ils vont rentrer dans l'environnement horizontal? Et on pense qu'il va y avoir de très nombreux opérateurs pour la partie donc, horizontale qui vont naître. Donc là, c'est une inconnue aujourd'hui de savoir s'il va y avoir cette arrivée des opérateurs de télécommunications dans cette partie-là. Alors on peut résumer un petit peu, d'après tout ça, ce que pourrait être donc, la 6G. Clairement, la 6G va être faite de réseaux horizontaux et de réseaux verticaux. Les réseaux horizontaux donc, sont les réseaux qui sont très près des utilisateurs, qui utilisent essentiellement le mode device to device, mais qui peuvent utiliser par exemple de la 5G, de la 6G privée, ou qui peuvent utiliser des technologies Wi-Fi. Et puis un Internet du centre, dans lequel c'est là où on va retrouver les gros centres de données. On va également y retrouver les centres de données DEC, par exemple, des opérateurs. Et ça va permettre finalement de mettre en communication les différents éléments au niveau des edges. Et donc, ce que l'on voit, c'est essayer d'avoir des edges de confiance et de pouvoir aller d'un edge de confiance à un autre edge de confiance pour garder la confiance globale. Il pourrait y avoir également dans le centre des centres de données de confiance qui pourront également communiquer dans cet environnement-là. Voilà, donc on voit ce développement, et je vais conclure là-dessus, sur le fait
il y a certainement un double développement de la partie verticale, avec des grandes antennes, avec tout un environnement de centres de données puissants, et puis un développement maintenant qui commence à se voir clairement, qui va vers l'embarqué, avec beaucoup de puissance globale dans l'embarqué, puisque chaque endpoint aura son propre petit data center. Voilà une présentation générale, et je suis prêt donc à répondre à vos questions. Ben, merci Guy. Y a-t-il des questions? Pas de questions sur le chat. Ben, j'en ai une, Guy. Quand on parle sur le slide du réseau horizontal, j'ai aimé ça. Et qu'en penses-tu par rapport, donc, quel est l'avenir des opérateurs ici? Comme le plan de données. Sachant qu'il y a Orange. Effectivement, justement, ça sous-jacent à mon exposé, et c'est un peu un certain nombre d'articles qu'on a pu voir, en particulier dans Le Monde, il y a un peu plus d'un mois, où on parle de disparition des opérateurs de télécommunications entre 10 et 15 ans. C'est peut-être justement ce choix qui va être à faire. Est-ce que les opérateurs de télécommunications vont rester uniquement dans le vertical, donc avoir des environnements assez puissants, des grandes antennes, etc. Ou est-ce qu'ils vont rentrer dans l'horizontal? S'ils ne rentrent pas dans l'horizontal, effectivement, je dirais que la puissance, par exemple, des GAFAM, qui, quand on les interroge, disent non, non, nous, la 6G, on n'est pas dedans. En fait, ils sont dedans parce qu'ils sont dans l'ex-G, par exemple, et puis ils se préparent très fortement pour être l'infrastructure numérique de la 6G. Donc je pense que c'est des gens qui sont très très présents, et justement, ils veulent devenir maintenant, parce qu'ils sont les gros data centers, ils veulent devenir de plus en plus les opérateurs des réseaux horizontaux. Et on voit ça, par exemple, avec Sidewalk d'Amazon, ou des équivalents chez Apple. Ils se préparent très fortement à rentrer dans cette partie-là, et à rentrer donc dans les machines terminales. Parce que l'avantage de rentrer dans la machine terminale avec un petit data center, donc on va vers l'infiniment petit, certes, c'est que là, il n'y a plus personne entre l'utilisateur et eux. Et donc, ils veulent investir ce nouveau monde, et clairement, ils vont dans ces directions-là. Je vois. Et de facto, donc la question se pose aussi pour les équipementiers classiques. Certes, elle s'est posée avec la 5G, mais il y a toujours un réseau cœur. Mais avec une virtualisation poussée. Donc vraiment, donc, il y a une mutation. Il y a une mutation durant cette décennie. Voilà, il y a une mutation très forte qui se fait aujourd'hui vers cette infrastructure numérique globale. Donc ça veut dire qu'il faut regrouper tous les silos, les mettre ensemble. Et bon, ça c'est le gros avantage, c'est qu'à côté d'une machine virtuelle routeur, on aura une machine virtuelle d'intelligence artificielle, et je pourrais utiliser l'intelligence artificielle. Il y aura une machine virtuelle de cybersécurité, je pourrais utiliser la machine virtuelle de cybersécurité, etc. etc. Donc on arrive à tout regrouper. Alors évidemment, on se pose beaucoup de questions sur la technologie. Donc comme je le dis, je pense que ce sera peut-être une virtualisation matérielle, et je pense que ce sera des technologies serverless. Alors ça a des gros défauts au point de vue sécurité, le serverless, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas où se déroulent les applications ou les fonctions. Donc il y a encore beaucoup de recherches à effectuer. Voilà, donc là, évidemment, c'est encore loin, il y a de la recherche, mais bon, j'essaie de vous donner une vision un peu de ce que pourrait être la 6G. Je vois. Mais on peut dire à ce stade, je ne sais pas si tu partages cet avis, que le point faible pour le moment des GAFAM à ce stade, c'est le RAN. Là, ils ne le maîtrisent pas, c'est de la radio. Mais au niveau réseau cœur et Edge, ils ont la maîtrise. Absolument. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de rentrer là-dedans justement par le device-to-device. Parce qu'ils ne sont pas compétitifs par rapport aux opérateurs de télécommunications sur le RAN. Tout à fait. Voilà. Ben, merci Guy. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quel avenir pour la souveraineté des réseaux si les GAFA prennent plus compte la plus grande partie du marché? Oui, ça c'est une excellente question qui est tout à fait réelle, parce qu'on voit qu'ils avaient déjà investi complètement le monde du cloud. Et si maintenant ils investissent complètement le monde de l'infrastructure numérique, oui, c'est vraiment un très très gros problème, et on sait mal le résoudre aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher en Europe sérieusement. Mais il y a une initiative avec Gaia X, qu'en penses-tu, Guy? Oui. Bon, c'est une initiative pour le moment qui ne va pas très loin. Je vois. Ok, ben merci pour le temps. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le chat.
Et on passe au troisième speaker, au quatrième, Philippe C. de Nokia. Philippe, je ne sais pas si vous m'entendez. Là, il monte en scène. Je pense que vous m'entendez. Ouais, je présente, ouais. Donc, Philippe C. est chef de département dans l'organisation stratégie et technologie de Nokia en France. Ses recherches portent sur l'accès radio 5G et 6G, en relation étroite avec la standardisation. Avant de rejoindre Nokia Bell Labs, il a été délégué dans plusieurs organismes de normalisation et forums. Auparavant, il a également occupé plusieurs postes de management dans les activités spatiales et militaires. Merci Philippe, vous pouvez démarrer. Et donc, je passe directement au cœur du sujet qui est le... Je masque peut-être le bas des slides, voilà. Qui est un slide un petit peu effrayant. D'ailleurs, il y a ce cadre parasite là que j'avais enlevé qui est réapparu, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez l'éditer, je ne peux pas le faire en direct. Donc, les dates importantes pour la 6G, donc c'est le déploiement commercial qui est prévu pour 2030. Alors, comme l'a dit Eric, peut-être avec des fonctionnalités limitées. Et finalement, on réplique un petit peu le schéma qui a été mis en place pour les générations précédentes, à savoir que pour démarrer en 2030, il faut démarrer les déploiements commerciaux en 2030, il faut commencer la recherche dès cette année, donc dans toutes les entreprises et puis différentes instances, forums, standards, on a déjà commencé. Donc là, vous voyez globalement là, toutes les instances qui sont mises en place pour préparer tout ça. Donc le 3GPP, comme on l'a dit, c'est le vaisseau amiral, mais il n'est pas tout seul. Najib, je ne sais pas si vous pouvez supprimer cette partie qui est au milieu, là, que j'avais supprimée. Moi, je n'ai pas accès j'ai pas accès au fichier, mais peut-être... J'avais fait Margot c'est pas, je vais continuer quand même, c'est pas très grave. Désolé. Donc, le 3GPP travaille par release. Donc, il y a une certaine logique dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'ITU, donc qui a sa propre roadmap, qui va définir les allocations de fréquences, les requirements, et puis ce que la 6G doit faire. Donc, je vais venir après sur les fonctionnalités. Il y a toute la recherche externe, donc il y a ce qu'on appelle le Next Gen Alliance qui est basé aux États-Unis, tous les projets SNS, Smart Network, ExaX2 qui a commencé, et plein de projets financés soit au niveau national, en France, en Allemagne et dans d'autres pays, soit au niveau européen. Donc ces projets-là ont existé pour les générations précédentes et donc ils sont reconduits pour la 6G. Donc ces projets produisent des cas d'utilisation, donc qui sont divers, mais qui sont quand même étroitement corrélés entre les différentes instances. Donc j'ai participé personnellement au NGMN, où on a défini aussi des use cases. Et par ailleurs, ils produisent évidemment des travaux de recherche, donc sur les aspects radio, sur la technologie, sur tout ce qui concerne les communications numériques, traitement de signal. Il y a le ORAN qui a un rôle également central pour la définition des interfaces, et puis tout ce qui est lié à ce qu'on appelle le RIC, c'est le RAN Intelligent Controller, et les interfaces entre ce RIC et différentes fonctions, donc qui définit les architectures et la désagrégation de réseaux. Donc il y a des choses qui sont extérieures au 3GPP, mais qui complémentent un peu les travaux du 3GPP. En ce qui concerne donc la 6G, donc on a commencé déjà en 2022 des activités de pré-standardisation. Et puis donc on retrouve en fait en standard, donc on a le SA, le système aspect, qui commence en avance de phase avec le SA1 qui définit les use cases, suivi par le SA2 qui définit les architectures, ensuite les specs, etc. Et en parallèle et un petit peu en retard, on a le RAN, le réseau d'accès, qui définit ses propres études. Et donc actuellement, donc, on prépare la release 19, donc je vais dire quelques mots sur la release 19, qui préfigure en quelque sorte la 6G.
Et la 6G commence. Alors, il n'y a pas de transition dure entre la 5G et la 6G, donc c'est une évolution plutôt continue, on va dire. Et donc, il y a des étapes qui sont à noter. Donc, on vient d'avoir au mois de juin un workshop, enfin plusieurs workshops Release 19, donc c'était là, je vais en dire quelques mots, qui a défini les priorités vues par les différents acteurs industriels et opérateurs. Et donc, ce qui se suit, c'est par une consolidation jusqu'à des spécifications finales qui apparaîtront en troisième trimestre 2028. Donc, je parlais d'initiatives dans différents pays. Donc, c'est une vue extrêmement simplifiée, parce que sinon ce serait trop dense, mais on trouve en fait des initiatives dans 3 continents, donc aux États-Unis, en Europe et en Asie, que vous pouvez voir sur ce slide. Donc, le CIG SNS, c'est une source de financement pour toutes les entreprises qui permettent en fait de préparer avec beaucoup de ressources des travaux. ExaX et ExaX2, donc c'est les projets fer de lance pour préparer la 6G. Et puis en Chine, on a également différentes initiatives, Chine, Japon, Corée, sur des travaux préparatoires. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire en 6G? Donc, il y a eu énormément de travaux, de use cases qui sont encore en cours de maturation, hein, c'est pas terminé, sur les différents objectifs et puis les technologies qui vont les supporter. Donc, on compare la 5G à la 6G avec une évolution qui est plutôt continue en termes d'amélioration. Par exemple, en 5G, on peut faire de la réalité augmentée, des digital twins, et en 6G, on vise beaucoup mieux, donc, notamment avec des débits et des machine learning, des évolutions de MIMO, et puis une augmentation du traffic uplink pour faire vraiment des mondes numériques avec des communications holographiques, en fait, de la téléprésence, mais extrêmement réaliste. Donc, qui requiert plus de débit et plus de traitement. La 5G, donc, il y a encore des trous de couverture, donc on a inclus dans le scope les communications NTN, les Non-Terrestrial Network, qui inclut tout ce qui concerne UAV, GEO, MEO, LEO, donc qui complémente la couverture terrestre. Et donc, on vise en 6G une couverture plus globale, avec des satellites ou des UAV qui sont plus sophistiqués, donc avec du traitement à bord, ce qu'on appelle OBP, des communications entre satellites, et puis éventuellement des réseaux autonomes, c'est-à-dire que ça peut penser un peu à ce que Guy a présenté précédemment, avec des terminaux qui communiquent entre eux avec des satellites pour assurer la communication globale, mais qui visent à une certaine autonomie du réseau NTN. C'est une vision à long terme et un peu futuriste. Alors, la 5G fait de la localisation. On introduit en 6G le sensing, donc qui est un apport nouveau dans le scope, donc qui permet d'avoir des informations complémentaires qui complémentent en fait le positionnement, à la fois sur la caractérisation des objets qu'on cherche à senser, donc qui sont des objets qui ne sont pas nécessairement connectés au réseau, et pour les classifier. Ce qu'on ne sait pas faire actuellement pour le positionnement qui est limité, la localisation qui est limitée à des terminaux qui sont connectés au réseau. La sécurité aussi va également s'améliorer pour avoir des réseaux qui soient plus résilients. On se protège également contre les attaques quantiques, fait vis-à-vis des ordinateurs quantiques. Donc, différentes techniques d'utilisation de clés plus importantes. Et en ce qui concerne les réseaux, l'optimisation, on vise à quelque chose en 6G qui soit encore plus automatique. Donc, en s'appuyant en particulier sur l'intelligence artificielle.
Le cloud native a également évolué vers des architectures qui sont désagrégées, qui sont hétérogènes, avec des nœuds qui sont potentiellement spécialisés dans certaines fonctions. Et donc, on va savoir gérer tout ça de manière homogène et ouverte. Donc, je pense qu'il faut que j'accélère un petit peu. Les sites technologies, en disant qui sont considérés, donc il faut du spectre évidemment. J'ai un slide dédié au spectre. Il y a une entrée massive d'intelligence artificielle, hein, à la fois pour les fonctions plutôt temps réel, comme l'air interface, donc notamment des modulations qui se définissent eux-mêmes en fonction du canal. Donc on ne spécifie pas une constellation, mais on laisse le canal, le système, définir sa propre constellation, sa propre forme d'onde. Le network as a sensor, donc c'est quelque chose dont j'en ai déjà parlé, c'est une nouvelle introduction pour améliorer les capacités du réseau en termes de localisation et d'identification de cibles. La connectivité extrême, donc, qui vise à établir des communications généralisées et rapides, à faible latence entre différents types de terminaux, qui soient IoT ou qui soient Massive IoT, etc. Et donc, je finis avec la sécurité. Donc, il y a un point qui est extrêmement important vis-à-vis des attaques qui sont de plus en plus intelligentes et efficaces. Donc, le réseau doit savoir se protéger à la fois sur des protections au niveau de la couche physique, mais également sur, évidemment, les aspects plus traditionnels de sécurité, avec des clés et des méthodes de protection plus efficaces. Je vois Najib réapparaître, ce qui veut dire que je suis en bout de slot. Donc, je vais sauter ça. Donc, le spectre, évidemment, est un aspect fondamental pour déployer ces services qui requièrent plus de bandes passantes. Donc, je ne vais pas commenter ça. Donc, il y a du spectre qui va être réalloué à la 6G, des spectres qui sont nouveaux, donc notamment dans la bande de 7 à 20 gigas. Et donc, ces bandes de fréquences sont évidemment spécialisées pour ce type d'application. Donc, plus on monte en fréquence, plus on est limité en couverture. Et donc, on va adapter l'utilisation. Alors, la 6G requiert des spectres en bande basse qui sont malheureusement pas suffisants pour assurer la capacité. Et très rapidement, donc ça, je mentionnais le release, le RAN workshop qui a eu lieu récemment, qui a défini en fait les priorités. Donc, la métrique utilisée pour définir ce slide-là qui vient du 3GPP, c'est le nombre de contributions par sujet. Donc, en tête, c'est tout ce qui est à gauche. Hein. Donc, l'air interface, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vient en tête avec les évolutions MIMO, le duplex. L'énergie, network energy saving, c'est quelque chose qui est également très, très visible, hein, qui occupe déjà en 5G, mais qui va se poursuivre en 6G. NTN est également au centre des débats pour la release 19, pour intégrer mieux tout ce qui est UAV satellite dans les nouveaux systèmes. Je termine ici et je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe. C'est clair, donc là vraiment une vision plus précise au niveau 3GPP. Y a-t-il des questions? Je vais checker. Alors, pour le moment, il n'y en a pas, mais moi j'en ai une. Il y a même avec la première présentation d'Éric Ardouin, il y a le mot qui est sustainabilité par rapport à l'énergie. Aussi, il y a plusieurs congrès que j'ai assistés depuis le début de l'année. Annonce, ICC et autres. Toujours sustainabilité revenez. Dans votre slide 43, de la 5G à la 6G, je n'ai pas vu ça. Donc, est-ce que c'est moins prioritaire ou il est plutôt dispatché dans plusieurs... Effectivement, non, c'est pas sur le slide parce que c'est pas considéré comme disons, au même titre que les autres features. Donc, ça devrait être
ça devrait être dans le slide de manière plus visible, je suis d'accord, mais c'est une priorité absolue pour, qui est dictée par les opérateurs et qui est supportée de manière très sérieuse par les vendeurs. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à la fois sur l'aspect technologique et sur l'aspect système. Donc par exemple, sur le potentiel le plus important pour économiser l'énergie, c'est de réduire la consommation pendant les périodes de faible demande de trafic, qui sont pendant la nuit, à certains endroits où il n'y a quasiment pas, donc il faut absolument réduire. Donc on modifie en fait les puissances, le scheduler sait s'adapter, on modifie également les schémas de transmission pour réduire le nombre de chaînes radio actives, donc c'est des travaux. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites de manière propriétaire, donc qui n'apparaissent pas au niveau du standard, et des choses qui sont nécessaires pour améliorer en fait l'efficacité de ces fonctions-là dans le standard. Donc on est davantage sur la ligne Zero Touch Automation. Sinon, on essaie d'implémenter cette partie sustainabilité au niveau du telco. Oui, donc ça c'est un forum, je crois que c'est un ISJ, je suis pas impliqué directement. Je vois. Qui vise à avoir des réseaux qui savent à la fois, on utilise la prédiction, c'est-à-dire on peut prédire une demande de trafic à un certain endroit, à un certain moment, donc on peut pré-provisionner les ressources. On sait se faire face à des pannes, ou on sait anticiper des probabilités de panne avec le machine learning, donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et donc on vise à quelque chose qui soit comme un être vivant qui sait se réparer tout seul et se configurer de manière intelligente. Je vois. Non, j'ai une autre question parce que j'ai essayé de challenger mes collègues au niveau de différents congrès. Je leur dis, voilà, au niveau de l'université, si on a 2-3 budgets, si on souhaite lancer des tests sur la soutenabilité, quelle problématique quand on cherche. C'était pas clair, mais là, j'ai un bout de réponse de dire voilà, d'adapter les schedulers, d'adapter la resource allocation, toute cette partie-là, certes pour la QoS ou la QoE, mais au-delà, il faut considérer l'énergie pour la minimiser, si j'ai bien compris. C'est ça, Philippe? Oui, c'est-à-dire qu'il y a éventuellement des petits sacrifices à faire sur la QoS. OK. Mais qui ne doivent pas être trop visibles, et on doit en particulier fournir aux opérateurs la possibilité de régler entre l'efficacité énergétique ou la réduction de consommation et l'impact sur la QoS. Je vois. Mais au niveau du design, on en discutera offline, c'est un sujet d'actualité, oui, la soutenabilité. Je vois aussi de mon côté Margot s'est connectée et je vois Stéphane aussi revenu. Je ne sais pas si on peut dépasser Margot de 10 à 15 minutes pour ceux qui sont intéressés. Ouais, quelques petites minutes pour dépasser, mais pas trop non plus. Donc, Stéphane, si tu peux reprendre la main, nous t'écoutons. Merci Philippe pour la présentation. Ouais, on redonne la main à Stéphane pour ses Très bien. Bon, désolé pour les problèmes que j'ai eus tout à l'heure. J'espère que ça va pouvoir aller. Bon, moi, l'approche que j'ai pour parler de convergence cloud et réseau, elle est un petit peu différente puisqu'elle n'est pas prospectiviste. Elle est plutôt dans la réalité de ce que nous avons aujourd'hui au sens architecture cloud et réseau. Donc je disais que nous, notre stratégie de Céleste, c'est de créer pour nos clients une offre de bout en bout qui soit à la fois des offres de réseau et de sécurité des réseaux, et puis une offre de cloud qui permettent à nos clients de mettre les workloads qui les concernent au plus près du réseau. Et tout ça dans un cadre absolument essentiel pour nous, qui est un cadre de haute sécurité et de certification ISO 27001 et HDS quand c'est nécessaire. Donc nos clients sont des clients B2B qui vont par exemple être des industriels
de l'agroalimentaire et qui vont avoir besoin de très rapidement et de façon très résiliente assurer leur livraison de produits frais, ou ça va être des fournisseurs des e-commerçants, mais pas des pure players qui vont avoir plein de partenariats et plein de magasins et qu'il va falloir interconnecter et que tous les flux de facturation soient présents en temps réel. Donc tous ces clients, tous nos clients choisissent de venir chez nous parce qu'on est capable d'adresser leurs problématiques de bout en bout. Alors pas tous non, mais beaucoup viennent pour cette approche-là qui leur permet de déléguer et de s'appuyer sur des professionnels, ce qui est essentiel compte tenu de leurs enjeux. Et un des enjeux est évidemment la très haute sécurité. Donc nous, on a 4 data centers qui sont tous certifiés ISO 27001 et 10 000 km de fil. Donc, toute notre activité, elle se déroule là-dessus, sur cette infrastructure qui est notre infrastructure, qui est en propre, qui est française, et qui nous permet d'agir. On peut aussi ajouter à ça des data centers de proximité, c'est-à-dire qu'on est capable, avec une offre d'hébergement, de déployer un data center de forte proximité pour de l'IoT, pour de l'IoT ou pour déléguer augmenter des workloads adossés à un bâtiment quelconque. Et aussi, on travaille énormément avec, vous en doutez, des clouds publics tels que Azure et AWS. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Donc nous, notre force, c'est de pouvoir répondre sur 3 piliers. Et je pense que c'est quelque chose qui va perdurer, quelle que soit l'évolution des technologies. Nos 3 piliers, c'est des infrastructures qui évoluent. Les présentations qui ont été faites auparavant montrent la tendance à l'évolution. Nous, notre stratégie, c'est quand même d'être propriétaire de nos infrastructures. On est opérateur, et quand j'entends parler de disparition des opérateurs, c'est une vraie question, c'est un enjeu. Mais aujourd'hui, nous, on s'appuie sur notre infrastructure, nos réseaux, nos data centers. Et on s'appuie sur des équipes qui vont prendre en charge le client dès l'émission de son besoin et jusqu'à la fin de son applicatif, de son SI qu'on va héberger chez nous. Et tout en s'appuyant sur une activité de conformité ISO 27001 et HDS, comme je le disais tout à l'heure. On a par ailleurs, en plus de cette conformité, cette activité forte de conformité, une activité de cybersécurité qui nous permet de faire de l'audit, du pentest, de la formation chez nos clients pour les accompagner dans leur cybersécurité. Parce qu'en fait, oui. Merci Stéphane, comme le timing, on est passé l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez conclure. Oui, voilà. Donc par rapport aux différentes présentations qui ont été faites, je pense qu'on va vraiment vers une évolution de la couche d'infrastructure et de réseau, et il va s'agir de pouvoir fournir aux clients industriels et commerçants une stabilité et les accompagner vers cette modernisation, vers ces évolutions qui sont fortes. Et donc nous c'est vraiment notre métier. On n'est pas du tout dans
les aspects de recherche, mais on est plutôt dans la construction industrielle de réseaux et de data centers et de services managés pour les clients qui délèguent chez nous leurs compétences IT. En fait. Ok, ben, merci. Y a-t-il des questions? On peut prendre une potentiellement, s'il y en a. Je vais voir le chat. Questions. Non, je ne le vois pas. Moi, j'en ai une pour conclure. Oui. C'est le slide, je pense, 18 par rapport à la dimension RSE. C'est le slide 18, je pense. Le slide 10. Slide 18. Ouais, là, tout à fait 19. Il y a cette dimension RSE, sachant que vous administrez des data centers et autres. Oui. J'ai écrit comprendre qu'il y a une obligation légale par rapport au rapport RSE, non? Et comment vous vous projetez sur la dimension énergie? Alors, quelle est notre approche? En fait, nous, on est un acteur beaucoup plus petit que les Orange ou Nokia. Néanmoins, donc on n'a pas encore d'obligation légale à avoir un bilan carbone. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on a devancé depuis 2 ans. On réalise un bilan carbone scope 1, 2 et 3. Et on est très attentif à ça. Aujourd'hui, on travaille avec des fournisseurs pour se garantir sur de l'énergie complètement renouvelable. Donc nos data centers sont alimentés en énergie renouvelable. On a beaucoup, néanmoins, on n'est pas parfait, on a beaucoup de points d'amélioration. L'enjeu est majeur et comme on est des industriels, on réalise beaucoup d'investissements et c'est sur cette partie-là que notre enjeu va être fort sur comment acheter mieux. Faut savoir. Donc pour le moment, une couche d'orchestration, voire de contrôle du hardware pour switch off tout en migrant au sein des data centers pour éteindre le maximum de machines, pour le moment, n'est pas encore implémenté ou testé à large échelle. Alors, donc ça va être on le fait largement sur nos clouds publics, on le fait à façon en fonction des besoins de nos clients. C'est quelque chose qu'on est en mesure de produire, qui est pas implémenté systématiquement. Faut savoir que chacune des architectures qu'on produit, elles sont à la fois industrialisées, orchestrées, mais quand même à façon en fonction du besoin d'un client. Et on a beaucoup de clients, notamment industriels, qui travaillent sur des flux 24/24. Donc il n'y a pas toujours possibilité de réduire ces parties-là. Par contre, c'est quelque chose qu'on est susceptible de faire, peut-être par exemple pour des e-commerçants qui ont moins d'activité la nuit. Je comprends. Donc c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire en fonction des besoins de nos clients. Je comprends. Merci. On arrive à la conclusion parce que dans ce webinaire du Hub Digit Infra, dont l'intitulé Convergence cloud des réseaux, donc là on a une vision d'un tel coopérateur Orange, d'un universitaire académique, et aussi d'un équipementier comme Nokia et aussi un acteur qui est aussi au cloud comme Céleste. Vous voyez ça, il y a vraiment une convergence, il y a une mutation qui est en cours. On essaie d'avancer ensemble sur cette partie. Et merci à tous. Dans la main à Margot. Merci à tous pour votre participation et merci à nos intervenants dont les interventions étaient de qualité. J'espère que vous avez pu voir nos autres webinaires dont le programme, vous pouvez le retrouver sur notre site web. En tout cas, merci encore et très bonne journée. Au revoir. Merci. Alors, au revoir.